Bonsoir à toutes et à tous. On est lundi, il est presque 22 heures. Presque 22 heures, c'est l'heure de Lucarne américaine, épisode 15 ce soir. On arrive à garder une fréquence, là, c'est bien. On arrive à garder une fréquence. Donc voilà, il est pratiquement 22 heures. Je suis presque à la bourre, mais c'est habituel, hein, vous connaissez. Ravi de vous retrouver donc pour faire le tour des Amériques pendant allez, une heure et demie à peu près. Pour ceux qui jamais réécoutent l'émission en replay et tout, hein, je vous le rappelle, vous pouvez venir c'est en direct le lundi à 22 heures, à partir de 22 heures donc, et rejoindre ceux qui sont déjà dans le chat et que je vais saluer. J'ai vu que Vince était dans le coin, je vais y aller mollo, mais salut Vince, j'espère que tu vas bien Vince. On va saluer aussi Nir Red, je fais le tour, Roméo, Pedro Viseu Romano, Kylian, oh monsieur Kylian, salut Kylian, et Léo, je vais pas lire la suite, on va rester à Léo, hein. Puis c'est bien Léo, quand on parle d'Amérique du Sud et quand on va faire un petit tour en Argentine notamment, c'était bien jusqu'ici à plus. Bonsoir Vincent, est-ce que tu veux un soin? Tu vas voir en plus, c'est pas voulu, tu me connais, on va en parler un petit peu. Mais pas dans les news et tout, machin, mais on va en profiter pour aborder certains éléments. Tu vas voir, tu vas voir. Bref, mais t'inquiète pas, je vais pas être lourd, je vais même pas passer le Gold River, rien, je vais être gentil. Enfin, le son, hein. Bref, voilà, je le disais. On va passer voilà, à peu près une heure et demie à faire le tour des Amériques, hein. On va diviser l'émission en deux grosses parties. La première, c'est justement les news. On va appuyer sur 3 points sur lesquels on va insister cette semaine. Il y a des choses pas très drôles cette semaine, hein, mais bon, je le dis hein, régulièrement, quand on met des choses pas très drôles, il n'y a pas que de la joie. Donc là, il y a des choses pas très drôles. On va parler un peu de football quand même. Et ensuite, on aura un dossier sur les entraîneurs en Amérique du Sud, justement, parce qu'il y en a un dont on parle beaucoup depuis hier soir. Et ben, ça m'a donné l'idée de voir... Et parce que ça bouge aussi beaucoup, hein, notamment du côté du Brésil, qui est le championnat à peine démarré, bah, de faire un petit point, un petit tour sur justement l'état des lieux des entraîneurs en Amérique du Sud. Bien sûr, de Michelis, bien sûr, qui pensiez-vous? J'aurais pu penser à une photo de Michelis d'ailleurs, mince, zut. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, donc on va parler de cette situation très particulière, cette instabilité, cette précarité du poste d'entraîneur en Amérique du Sud, avec des éléments, avec des chiffres, et ensuite on essaiera de comprendre pourquoi et le pourquoi du comment. Vous en avez l'habitude. Bien évidemment, j'oublie pas, pour ceux qui sont sur la partie vidéo, il y aura les Goles OLO, vous inquiétez pas, ils seront là. On saura qui a gagné il y a 15 jours, je crois que c'était il y a 15 jours, le dernier Lucarne américaine, je suis pas sûr de l'avoir fait la semaine dernière. Bref, on fera le Golassuelo, il y aura une nouvelle sélection. Préparez-vous parce qu'il y a du très lourd cette semaine. Vince nous quittera, je pense, à ce moment-là. Et puis donc, voilà, on va pouvoir y aller. Je viens ici songer à une reconversion vu la gueule du foot asiatique en ce moment. C'est vrai que, ouais, je te l'accorde. Vu le bordel aussi, hein, on en a parlé hein, tous les deux. Rapidement ensemble, mais vu le bordel que c'est aussi au niveau de l'organisation, voilà. Il y a un compte-rendu J-League qui doit arriver, j'ai pas eu le temps de le publier ce soir, je le publierai demain matin, mais ça va jouer dans la nuit, donc enfin, dans la nuit pour chez nous, je crois que c'est 6 h du mat, donc c'est un peu le bazar, tout cela. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis on est en pleine Asian Champions League en Asie. Et l'Asian Champions League, vous le savez, parce qu'elle est absolument pas couverte sur Hello. Si elle n'est absolument pas couverte sur Hello, c'est parce que je pense que 99% des rédacteurs Asie de Lucarne Opposée détestent cette compétition et son format et l'hypocrisie qu'elle représente. Bref, y aura-t-il le but de Gouiri? Non. Un petit diable qui a marqué hier? Probablement. On en parlera dans un instant, on le verra tout à l'heure. Justement, on en parlera tout à l'heure. Voilà, je vois que tout le monde est bien installé, c'est nul. C'est nul, c'est ça. Tout le monde est bien installé, on va donc, écoutez, on va donc pouvoir démarrer sans trop tarder. Je vois qu'il y a déjà des noms qui traînent pour les Golasso Hello. Attendez, vous verrez tout à l'heure, à la fin de l'émission, tranquille, on fait monter le suspense. J'en profite hein, d'ailleurs pour remercier hein, ceux qui sont là, ceux qui passent sur les lives notamment, et ceux qui regardent les vidéos, qui nous soutiennent, qui nous suivent, etc. Ceux qui ont pris des subs. Donc voilà, merci à vous tous. J'ai fait mon intro, elle était assez longue, hein, on va pas se mentir. On va y aller, on va démarrer avec les news de la semaine. Et ça démarre très fort, je me suis trompé de jingle. C'est pas grave, il y avait marqué dossier, mais ce sont bien les news de la semaine.
Et on va commencer justement, on va y aller en Argentine, hein, j'en parlais il y a un instant, on était en Argentine, on va démarrer justement par l'Argentine et on va parler de ce scandale qui secoue le football argentin et plus particulièrement San Lorenzo depuis quelques jours. Alors, il n'est pas question d'évoquer les hommages qui ont été rendus au pape supporter de San Lorenzo. Là, il n'y a pas d'histoire de notion de scandale et tout, mais non, il y a un scandale qui frappe le club, qui est pris dans une tourmente assez forte. Ce scandale, il est lié à des images qui ont été diffusées et que vous allez voir là, si ça veut bien fonctionner. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors attendez, vous savez comment on va faire? On va faire comme ça, et on va les mettre au-dessus et ça devrait fonctionner. Toujours pas. Alors attendez. Ça fonctionnait tout à l'heure, hein, quand j'ai lancé le stream, bien sûr, quand j'ai fait mes tests. Mais parce que c'est important que vous ayez les images, donc j'espère qu'elles vont se lancer et elles veulent pas se lancer. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, elles veulent pas se lancer. C'est magique, c'est superbe. J'aime les trucs qui... voilà les images, elles s'affichent. Cette image-là, cette image d'un homme que vous voyez recevoir 20 000 dollars, 20 000 dollars américains. Hein. On est en Argentine, mais vous voyez bien les billets. Ce sont des dollars américains. Cet homme qui reçoit 20 000 dollars américains de la part d'une dame hein, que vous voyez floutée. Cette dame, c'est la mère d'un jeune joueur. Et cet homme-là, que vous voyez ici sur cette image, cet homme-là, c'est Marcelo Moretti. C'est tout simplement le président de San Lorenzo. En même temps, en monnaie argentine, ça vaudrait pas beaucoup. Il y aurait beaucoup plus de billets. Si tu voulais avoir l'équivalent. Mais voilà, oui, effectivement. Donc, ce sont 20 000 dollars américains que ce garçon, que cet homme, président de San Lorenzo, reçoit directement de la main d'une mère de famille, qu'il met directement dans sa poche. L'extrait vidéo, voilà. C'est pour ça que je voulais absolument le mettre. Alors, pourquoi je voulais le mettre? Parce que justement, cette vidéo, elle a été diffusée à la télévision sur Telenueve Denuncia, qui est une émission qui est passée lundi dernier. Exactement, Vince, je le vois ton message, dans lequel justement on le voit percevoir, on va dire les mots très clairement, ce pot de vin. Et pourquoi perçoit-il ce pot de vin de la part d'une mère de famille? Tout simplement en échange de faire jouer son garçon, de lui faire signer un contrat avec les équipes de jeunes du club et de le faire jouer. Alors selon ce qui a été rapporté par le journaliste en chat qui a diffusé et qui est derrière ce scandale, enfin qui a révélé ce scandale, il n'est pas derrière ce scandale, il l'a révélé, Thomas Mendes, Moretti n'a pas reçu que 20 000, mais il a reçu 25 000. En fait, il y a une autre suite d'extraits vidéo d'une autre réunion qui a eu lieu et la mère est venue apporter 5 000 dollars supplémentaires. Et donc, je le disais, c'était pour faire signer ce jeune joueur en mai 2024. C'était donc il y a un an. Il y a eu cette caméra cachée qui a été diffusée et il y a eu aussi des extraits audio, des audios d'une conversation téléphonique dans laquelle on entend de nouveau la maman de ce jeune joueur parler au président et le président demander, dire clairement, tu me donnes 25 000 et ton gamin signera avec San Lorenzo et jouera avec les équipes de jeunes. Autre élément assez fou, dans la vidéo qui a été diffusée, vous le voyez, vous l'avez pas vu sur le court extrait que j'ai mis, il y a un homme qui apparaît, qui s'appelle Francisco Sanchez Gamino, qui est juste un fonctionnaire qui travaille au gouvernement, travaille au chef du côté du gouvernement argentin, hein, et qui a été démis de ses fonctions le lendemain. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours cette espèce de collusion avec des hommes politiques ou du milieu politique. Enfin, il y a un autre extrait, un autre enregistrement audio, qui a été diffusé, où l'on entend Moretti, justement, parler de ce jeune joueur en disant qu'il regardait le match avec Marcelo Romano, hein, le coordinateur des équipes de jeunes de San Lorenzo, et Nestor Ortigosa, qui à l'époque était responsable du football. On va y revenir dans un instant sur Nestor Ortigosa. Et il leur a dit, est-ce qu'on peut faire jouer ce garçon-là et tout. Et la réponse a été, si tu ne m'avais rien dit, je ne l'aurais pas choisi parce qu'il y a d'autres garçons qui sont meilleurs que lui. Bref, on comprend bien qu'en échange de cet argent-là, le président fait pression pour que le gamin puisse jouer. Donc voilà, si je donne des granolas et une canette de coca, est-ce que ça marche? Je suis pas sûr, hein, en tout cas avec Moretti, mais on va en parler dans un instant. Je salue Filiussé qui est arrivé dans le chat. Donc vous voyez que ce scandale, il est assez clair, assez limpide dans son énoncé. On a le président du club, qui donc accepte des pots de vin pour faire pression et faire jouer
les jeunes, en échange de garantir des contrats en équipe de jeunes et de faire jouer les enfants dans des équipes de jeunes. Alors forcément, il y a eu un appel à la démission qui n'a pas tardé. Lui a très clairement, très rapidement expliqué que non, il ne démissionnerait pas, que c'était absolument pas à l'ordre du jour, hein, voilà. Et il a expliqué aussi que, par exemple, il avait que en fait tout cela c'était la suite d'un chantage dans lequel il était qu'on lui faisait un chantage en gros en lui disant bah on va lâcher des vidéos si jamais bah voilà si jamais tu fais pas ce qu'on te demande, et il explique, et c'est là où il est solide sur les appuis le garçon, il est solide sur les appuis puisqu'il explique qu'il n'a jamais reçu le moindre pot de vin. Alors c'est vrai que quand tu vois les images ça fait un peu bizarre, et que justement cet argent-là, c'était un don pour le club, et que, en fait, tout ce que l'on voit dans cette émission-là, c'est un coup politique. On va y revenir dans un instant. Je réponds à ton message, Filioussé. Sujet du jour, on est sur les news. Le dossier, on va parler de la précarité, notamment du travail d'entraîneur en Amérique latine. Voilà, petite parenthèse que je referme. Donc, il explique que c'est un coup politique. Bref, le fait est que ces images-là révèlent un cas. Alors, les habitués du football argentin, j'ai presque envie de dire les habitués du football sud-américain vont pas faire les étonner, mais c'est l'une des premières fois où l'on voit véritablement cette histoire de pot de vin entre des parents et un dirigeant pour que les enfants jouent. Alors, pour dire les choses très clairement, généralement, les pots de vin, c'est plutôt les agents qui font pression au sein de la fédération ou au sein des clubs pour que les joueurs puissent jouer ou puissent être internationaux. Il y a aussi des présidents de fédération qui sont un petit peu impliqués en tant qu'agents de joueurs et qui font pression pour que des joueurs deviennent internationaux. Je ne donnerai pas de nom, mais si vous voulez creuser le sujet, allez voir un jour du côté du Paraguay notamment. Parenthèse fermée. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des pressions quand même qui sont mises pour que Moretti quitte son boulot, hein, quitte son poste plutôt. Pour l'instant, c'est pas le cas. On dirait, il y a eu des rumeurs disant que depuis la fédération argentine, depuis l'AFA, il y avait ces fameuses pressions-là. Je rappelle qu'il a été nommé président fin 2023. Il y a un tribunal d'éthique qui va se réunir et qui va traiter le scandale. Il y a des plaintes devant les tribunaux ordinaires, les tribunaux de justice, de la justice ordinaire, hein, indépendamment de la justice sportive. Et on va en parler dans un instant parce que justement, Moretti a été dénoncé sur le point pénal par des membres politiques et des dirigeants actuels ou anciens de San Lorenzo, l'ancien candidat à la présidence, César Francis, qui était l'un de ses concurrents, l'ancien membre du conseil d'administration Pablo García Lago, et surtout un ancien membre du conseil d'administration aussi, Nestor Ortigosa. Nestor Ortigosa, ça va être intéressant d'en parler parce que Nestor Ortigosa et Moretti étaient ensemble lorsque Moretti s'est présenté à la présidence de San Lorenzo. Ils ont fait campagne ensemble. Il a été l'un des hommes clés de Moretti pour son élection. Mais les choses ont changé depuis. Je vous parlais tout à l'heure du mois de mai 2024, quand il s'était réuni notamment avec Ortigosa et tout. Sachez que vous allez voir, les liens sont rompus. Ortigosa a déclaré, lui, qu'il n'était pas surpris par cette situation, parce qu'il y avait déjà eu des événements de nature similaire qui avaient attiré son attention. Et c'est à cause de cela que lui dit qu'il avait commencé à rompre son lien avec Moretti, qu'il avait expliqué que Moretti l'avait contacté pour le faire pression à l'époque où Ortigosa avait pris son poste. Il était un petit peu directeur du football, Nestor Ortigosa, donc c'est lui qui gérait un petit peu tout ce qui était évaluation des joueurs et politique sportive du club. Et il explique que donc Moretti l'avait appelé rapidement pour lui expliquer, ouais, il faut que tu fasses jouer tel garçon, il faut que tu fasses jouer celui-là, il faut que lui il intègre l'équipe, blablabla. Bref. Ce que je disais, c'est que donc Moretti et Ortigosa, vous le voyez sur cette photo, ont fait campagne ensemble, ont été élus ensemble, forcément, que Ortigosa a donc travaillé sous la présidence de Moretti jusqu'en août 2024.
Pourquoi? Parce que l'été 2024, il y a eu plusieurs scandales, enfin, qui ont touché justement l'ancien. Alors, si ceux qui ne savent pas qui est Nestor Ortigosa, c'est une légende hein, à San Lorenzo. C'est l'homme qui ne ratait aucun tir au but, aucun penalty, même de manière générale. Je crois qu'il en a raté 2 en fin de carrière, mais pendant très longtemps, il n'en ratait aucun. C'est le Paraguayen qui a dit, par exemple, que s'il avait été titulaire face à l'Espagne en 2010, le Paraguay n'aurait pas été éliminé. Je rappelle que le Paraguay a raté un penalty dans ce match-là. Bref, c'est une légende, hein, c'est l'homme qui donne le titre de 2014 à la Libertadores sur penalty. En fait, en août dernier, il y a eu une affaire de violence conjugale qui a été révélée avec des vidéos hein, qui ont été assez virales en Argentine, qui ont justement touché Nestor Ortigosa. Il avait continué un temps à être membre, mais un peu plus tard, on lui avait demandé de démissionner. Et en février de cette année, la sous-commission genre, on va dire, enfin, qui s'appelle la sous-commission genre et diversité au sein du club, avait demandé la suspension d'Ortigosa de toute fonction auprès du club. Le Sébastien Vicha argentin, probablement. Il est paraguayen, hein, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il est argentino-paraguayen. Bref. Tout ça pour dire que les liens avaient été rompus avant et forcément, c'est pas vraiment une surprise de voir Ortigosa maintenant attaquer un petit peu là-dessus. Un petit peu là-dessus. Ce que je disais, donc, il y a un dossier qui va être ouvert pour poursuivre l'enquête auprès de la fédération, qui va se dérouler en parallèle de la procédure judiciaire qui a été entamée notamment par Nestor Ortigosa, qui a publié un long communiqué en plusieurs pages concernant cette affaire-là. Mercredi dernier, vous voyez, c'est cette semaine, enfin la semaine dernière, mercredi dernier, Moretti a annoncé qu'il se mettait en retrait. J'ai dit qu'il ne démissionnait pas, mais pour l'instant, il se met en retrait pour, je le cite, exercer une défense légitime et libre, tant devant les tribunaux que dans les médias et pour protéger l'institution des faits qui me sont attribués. Bref, dans le même temps, le même jour à peu près, il a commencé, et sur la fin de semaine aussi, on a commencé à voir des graphes arriver un petit peu partout autour du club. Là, on n'est pas très loin du Nuevo Gasómetro avec ce tag qui demande à Moretti de renoncer à son poste. Une enquête est donc ouverte. Nestor Navarro, qui est vice-président du club et qui vit en Uruguay, pourrait assurer l'intérim, mais on n'en est pas complètement sûr. Et on s'attendait tous à ce que il y a une enquête qui est ouverte par le comité d'éthique et le tribunal de la fédération. On attendait forcément tous la réaction de Chiqui Tapia, bien sûr. Alors Chiqui Tapia, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est exceptionnel. Asseyez-vous, installez-vous confortablement. Chiqui Tapia, c'est de la légende. Il nous explique, je vais le lire hein, parce que c'est important de garder ces mots. Je suis très respectueux de la gestion de chaque club. Chaque club a son président, son conseil d'administration, voté par ses sociaux. Je ne vote pas, je n'élis pas les présidents. Ça, c'est par rapport à la question, est-ce que Moretti doit renoncer? Et ensuite, il a rappelé que, comme la procédure était en cours, il ne pouvait pas donner son avis. Surtout qu'en plus, il y a, vous l'avez entendu, une procédure pénale. Déclaration de Chiqui Tapia, je n'ai pas d'avis à donner, car cela m'est arrivé aussi. Au cours de ces 8 années, j'ai dû recevoir au moins 10 ou 12 plaintes. Je dois être le président le plus dénoncé de l'histoire du football argentin. Fin de citation, je vous laisse apprécier. C'est exceptionnellement beau. On parle d'une affaire de corruption révélée avec des images, et la défense de Chiqui Tapia, c'est... Ouais, mais enfin bon, moi j'ai beaucoup été condamné, j'ai beaucoup été attaqué aussi. Hein. Voilà, c'est magnifique, c'est le président de la fédération qui s'exprime, c'est l'Argentine, les amis. Donc voilà, je le disais, parallèlement à cela, il y a donc une procédure de justice. La justice de Buenos Aires, on l'a appris, mène une seconde enquête qui est un petit peu plus avancée, parce que après avoir vu le reportage de la chaîne de télévision, il y a aussi une autre affaire qui a été révélée dans cette émission, c'est que Moretti avait utilisé de l'argent pour financer les voyages de la Barra de San Lorenzo lors d'un match de compétition internationale. On parle de 30 000 $. Alors, du coup, c'est une gestion frauduleuse, hein, c'est comme ça que l'enquête a été ouverte. C'est assez rigolo parce qu'il y a une loi sur le sport qui punit d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison ceux qui encouragent ou financent des groupes violents. Les Barras, je le rappelle, sont des groupes violents. Les Barras ne sont pas des ultras, je préfère continuer à le répéter.
Voilà, sont des groupes violents et donc Moretti dans cette émission-là a été montré comme, le finançant. Alors c'est assez amusant de voir tout cela. Tous les habitués de football argentin, doivent être en train de sourire et d'avoir le petit sourire que j'ai esquissé quand je vous ai expliqué cela, parce qu'on va se rappeler quand même et on va revenir sur notre cher Chiqui Tapia. On comprend pourquoi il a pas trop envie de prendre position quand même contre Moretti, hein, parce que, hein, il connaît bien la maison. On va quand même rappeler que la fédération argentine finance régulièrement les voyages des barras de tous bords pour aller supporter l'Albi Céleste, notamment lors des Coupes du Monde, et que ça fait à peu près 40 ans que ça dure, hein. Donc voilà, on rigole un petit peu là-dessus. Vous le voyez, c'est l'Argentine, on en sourit, hein, mais voilà. Sachez que Moretti va être défendu par un spécialiste, hein, en la matière, qui avait déjà obtenu l'acquittement de dirigeants d'Independiente qui avaient été impliqués dans des situations similaires, pour dire que on reste dans un pays où la corruption est à tous les étages, que même quand on révèle Gaston Marano, le rouge, pas Lopez, pas la brune, bref, voilà. On est quand même dans des affaires de corruption classiques, personne n'est surpris. Et c'est terrible, hein, c'est aussi cela. Et vous voyez, je suis en train de le prendre en souriant parce qu'on sait très bien qu'il ne va rien se passer de fondamental dans cette histoire-là, que ça va ne découler sur rien de fou. Au pire, Moretti perdra son poste et puis voilà. Euh, ce qu'il se dit aussi. C'est que toute cette histoire serait aussi un petit peu politique. C'est le principe des mafias. C'est-à-dire que si tu veux, si t'es pas d'accord avec moi, je te fais tomber. C'est que tout est lié à la campagne électorale qui a porté Moretti au pouvoir à San Lorenzo, selon certaines informations qui ont été relayées dans certains médias argentins. Moretti aurait fait des promesses de rétribution à des entreprises qui étaient liées au club, notamment via une société de construction et une agence de représentation de joueurs. Vous voyez un petit peu encore le niveau de corruption de l'ensemble des choses. Et que, eh bien, les soupçons, c'est que en fait, ces engagements, ben, il les a pas respectés tout simplement, et que c'est pour cela, parce que c'est la question qu'on peut se poser, comment est sortie cette vidéo, on n'en sait rien. Qui a donné cette vidéo, dans quel but aux journalistes et à l'émission qui l'ont diffusée. Voilà, les soupçons, c'est que comme il n'a pas respecté ses engagements, eh bien, il doit tomber et que la fuite de la vidéo a été orchestrée. Il n'empêche qu'on est sur une affaire de corruption, une de plus. On est dans des systèmes, vraiment, hein, c'est malheureusement à tous les étages, hein, en Argentine. Mais voilà. Et on verra, on suivra. On suivra pour voir si dans la durée ça découle sur quelque chose. On va pas s'enflammer. Il y en a déjà eu, je le disais, hein, je parlais de Moyano à l'époque d'Independiente. J'ai pas cité son nom, mais c'était Moyano. Mochano, si vous voulez le prononcer à la Platense. Vous voyez que Chiqui Tapia a l'air vraiment préoccupé par cette affaire-là, hein, qu'il est presque en train de le défendre. Et vous voyez aussi à quel point cette gangrène touche absolument tous les organes du corps, qui est du corpus footballistique argentin, malheureusement. On était sur l'Argentine. Je le disais, hein, les news, elles sont pas forcément très gaies ce soir, même si celle-là, on peut en sourire. C'est terrible, mais on va finir par en sourire parce qu'on sait qu'il se passera rien. On va aller sur des choses un peu moins drôles, entre guillemets. Non, un peu moins drôles. Vous vous souvenez que dans le précédent Lucarne américaine, j'avais parlé de ce qui s'était passé au Chili avec des spectateurs. On avait fait un dossier, hein, sur la gestion des supporters, sur le décès de 2 supporters, hein, de 2 enfants, une fille de 18 ans et un garçon de 13 ans, en marge du match entre Colo-Colo et Fortaleza. Je vous renvoie vers ce dossier-là qui a été sorti, hein, et publié sur la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas envie de revoir toute l'émission. On va aller cette fois-ci en Uruguay. Parce qu'il s'est passé quelque chose hier soir, malheureusement quelque chose de pas très drôle non plus, hier soir en Uruguay. Alors, on va en profiter juste pour planter un petit peu le décor. Je sais que malheureusement, il n'y a pas, et c'est la première fois depuis 10 ans, qu'il n'y a pas de vrai suivi du championnat uruguayen sur Lucarne Opposé, parce que tout simplement, j'ai perdu mon cher Jérôme. Jérôme n'est plus sur Hello, par manque de temps, hein, tout simplement. Donc j'ai plus personne pour assurer le suivi et l'Uruguay, donc je me retrouve à regarder quelques matchs de temps en temps et surtout à suivre par des résumés. Et je me retrouve aussi, moi, contraint par le temps, de ne pas pouvoir avoir le temps justement de vous proposer des comptes rendus. D'ailleurs,
j'hésite un petit peu, je réfléchis quand même à un moyen d'assurer les suivis de ces championnats-là pour lesquels j'ai personne en fait concrètement. Peut-être sous un autre format. Je me disais peut-être ce que j'avais lancé à un moment le vendredi midi avec dans la lucarne, peut-être le remplacer par une espèce de tour d'horizon de ces championnats-là que je suis. Voilà, on passerait quelques vidéos des buts en plus. Je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas si le vendredi midi ça vous chauffe. Je ne sais pas si ça vous va aussi comme horaire. N'hésitez pas à me le dire, hein, là, que ce soit là dans le chat ou même dans les commentaires pour ceux qui réécoutent. Ou sur d'autres créneaux. J'ai pas beaucoup de créneaux de libre, hein, pour tout vous dire. Peut-être des après-midi, les mardis, mercredis ou jeudi, ou sinon le vendredi midi. Donc voilà, dites-moi si ça vous branche ce genre de concept. Ouais, la soirée, je sais Castenqua met la soirée, il va me rester que le lundi en fait. Donc c'est un peu compliqué, sachant que en plus les lundis, c'est pas forcément tous les matchs du week-end sont pas forcément terminés. Donc voilà, je pense, tu vois, se poser tranquillement, faire un petit point sur les classements, regarder deux trois images, vous passez deux trois images, quelques buts, comme ça tout le monde saura où on en est. Et ça va pas concerner tous les championnats, hein, ça va concerner, pour dire les choses très clairement, ça va concerner l'Uruguay, l'Argentine, parce que j'écris plus trop sur l'Argentine, j'ai pas trop le temps. Je vais peut-être le faire cette semaine, je vais voir. Le Chili, le Pérou et l'Équateur. Et la Bolivie. Et le Paraguay. Bah, ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, après on ferait pas tous chaque semaine, mais un petit point là-dessus, ça peut être pas mal. Après, je suis abonné, donc je peux tout voir en replay. C'est vrai. Et de toute façon, je mettrai ça en replay aussi sur YouTube pour ceux qui sont pas abonnés. 12-13 heures, c'est pas mal. Ok, bah écoute, peut-être que je vais rester sur ce genre de créneau-là, du 12h, 11h30, 13h ou 12h, 13h30. Voilà, je sais pas combien de temps, mais voilà, j'y réfléchis. Bref, tout ça pour dire que on va en profiter quand même pour planter un petit peu le décor. N'hésitez pas, hein, à me dire, n'hésitez pas à me le dire si vous écoutez en replay et la vidéo sur YouTube. Mettez dans les commentaires, n'hésitez pas, je regarderai et ça sera intéressant. Et je m'adapterai en fonction de ça aussi, si je peux, autant que je peux m'adapter. Bref, on va donc planter un petit peu le décor, même si vous allez voir, toute l'Amérique du Sud sauf le Venezuela. J'ai oublié le Venezuela. Parce qu'en plus, c'est facile d'avoir les images. C'est vrai que je t'avoue. Alors, c'est facile d'avoir les images des résumés. Pour voir les matchs en direct, enfin, tu vois, ou en rediff, c'est un peu plus compliqué. Venezuela, c'est un peu le bordel. Mais oui, on peut faire ça. Mais tu vois, j'aurai moins de précision sur le Venezuela parce que je vois beaucoup moins de matchs. Là, pour le coup, j'en vois très peu. Mais voilà. Tu vois, en gros, l'idée, c'est ça, c'est de faire le tour du foot Sudam, sauf forcément le Brésil parce qu'il y a Marcelin, la Colombie, il y a Pierre. En fait, c'est tout, hein. En fait, c'est tout. Donc voilà, faire le tour comme ça. Donc on en reparlera. N'hésitez pas à me dire, hein, vous pouvez même en parler sur le Discord, hein, il n'y a pas de problème. On peut lancer le débat tranquillement sur le Discord. Et donc voilà, je vais planter un petit peu quand même le décor en Uruguay. On en est à la 13e journée sur 15. On est dans le tournoi d'ouverture de la saison, l'Apertura. Je vais vous mettre juste une image du classement pour que vous sachiez justement où l'on en est dans ce championnat-là. Et vous voyez que à 2 journées de la fin, parce que vous avez compris en voyant ce classement, quand je vous dis que c'est le premier tournoi, c'est comme si c'était une phase aller, hein, concrètement. 16 équipes, donc 15 matchs. On est à 2 journées de la fin et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que Liverpool est à une victoire du titre. Bon, ils sont pas obligés de gagner d'ailleurs, hein, mais quand même, une victoire et ils assurent le titre. Ça peut tomber la semaine prochaine. Ils jouent contre Juventud qui est quatrième, donc c'est pas forcément le match le plus facile pour eux. National est pour l'instant donc deuxième à 4 points de Liverpool et vous voyez parce que exactement, je vois le ouï Peñarol. On est sur Peñarol et vous voyez que Peñarol a un match de retard, fait partie des équipes qui ont un match de retard. Et ce match de retard, c'était le match d'hier soir. Pourquoi ce match d'hier soir est un match de retard? Parce que tout simplement, hier, Peñarol jouait contre le Cerro et le match s'est arrêté. Le match a été arrêté en cours de partie, alors que les Carboneros menaient 3-1 à l'heure de jeu. Voilà. Pourquoi ce match a-t-il été arrêté? Alors, il y a eu des soucis avec, forcément, s'il a été arrêté, c'est qu'il y a eu des soucis en tribune. Alors, il y a eu des soucis avec l'arrivée des supporters du Cerro dans le stade et les problèmes aux abords du stade se sont ensuite répercutés à l'intérieur du stade, dans les tribunes. Vous voyez où étaient placés les supporters du Cerro. Vous voyez qu'ils étaient à l'angle
dans le Campeón del Siglo. Ils étaient à l'angle de deux tribunes, la tribune Guelfi et la tribune Henderson. Ce que vous ne voyez pas forcément véritablement sur cette image-là, parce que ça fait aussi l'objet d'un débat, c'est que l'ensemble de ce virage dans lequel ils ont été placés est libre. Il n'y a personne, et donc on peut aussi se poser la question de pourquoi les supporters du Cerro sont juste sur le côté et donc à portée de tir, et je pèse mes mots, à portée de tir de la tribune voisine qui, elle, est occupée par des supporters de Peñarol. Et si je parle de portée de tir, c'est parce que la rencontre a été interrompue, parce qu'il y a eu des jets de projectiles entre les supporters du Cerro, de la part des supporters du Cerro. Ils étaient à peu près 200 vers la tribune. Il y a eu une personne de blessée dans les tribunes, une supportrice qui a reçu une pierre sur la tête et qui a eu 8 points de suture, qui a donc dû être évacuée. Le match a été interrompu une première fois pendant 10 minutes en première période. Il a repris, on est allé à la mi-temps, on est revenu sur le terrain, et à la 62e, les jets de projectiles se sont poursuivis. Et là, l'arbitre de la rencontre, Gustavo Tejera, a décidé de mettre fin à l'histoire. C'est pour ça que le stade est vide, c'est pour ça que cette tribune-là est vide. Alors, il y a deux choses. Le Campeón del Siglo ne sera jamais plein pour un match entre Peñarol et le Cerro. Déjà parce que le Campeón del Siglo est quand même pas forcément hyper facile d'accès, pour dire les choses très clairement. Il n'est pas en centre-ville, c'est assez long pour y aller. Le match avait lieu dimanche soir. Et puis parce que Cerro, c'est pas un gros club. Et les tribunes en Uruguay, elles font pas le plein à chaque match. Sur un Classico, ça va être plein, mais pas sur des matchs comme cela. Donc tout ça, voilà. Mais c'est une vraie question de... et vous allez voir, je vais en parler dans un instant, parce que le président de Peñarol s'est exprimé par rapport à cela. Et donc l'ensemble de ce virage est laissé vide pour les supporters, en gros pour le parquage des visiteurs, pour éviter tout problème. Gagné. La direction générale de la sécurité sportive, bien obstinée dans leur connerie, exactement, a décrit un petit peu les événements. Et justement, elle explique que tout a commencé avant, vers 17h, lorsque les supporters du Cerro ont commencé à arriver au stade. Apparemment, selon le rapport de la direction de la sécurité sportive, ils ont été accueillis de manière agressive et violente par un groupe de supporters de Peñarol. Donc, ça a commencé à chauffer un petit peu en dehors. Les forces de police sont intervenues en utilisant, c'est ce que cette direction générale dit, les moyens de dissuasion appropriés pour faire face aux attaques et contrôler la situation conformément aux protocoles établis. Je vous lis le texte, vous voyez le truc. Et donc, une fois la situation maîtrisée, les supporters ont donc été autorisés à entrer dans ce stade. Voilà, et de prendre leur place dans le parquage. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ces affrontements-là, la garde républicaine qui est intervenue a arrêté 2 supporters du Cerro et un policier a été blessé à la jambe parce qu'il a pris un jet de pierre, déjà. Mais donc, comme tout s'est poursuivi et intensifié dans les tribunes, le match a finalement été stoppé. La direction générale précise que le ministère de l'Intérieur travaille actuellement avec des caméras de reconnaissance faciale pour identifier les personnes impliquées dans ces incidents. Communication assez classique, voilà, rien de très nouveau. Je salue Isanoé qui vient d'arriver dans le chat. Et donc, on va se poser la question de quelles sont les conséquences et les réactions surtout. La première réaction, je le disais, la principale réaction, elle est arrivée du président de Peñarol, Ignacio Ruglio, qui, on va dire les choses très clairement, s'en est pris aux autorités. Tout simplement, je vous montre une autre image où vous voyez comment sont placés les supporters du Cerro, et vous voyez qu'il n'y a pas forcément grand monde. Alors, il y a plus grand monde dans ce coin de la tribune de Peñarol parce que les gens se sont barrés aussi. Ils ont quitté les lieux quand ils ont commencé à se faire arroser. Ruglio explique qu'il s'est rendu une dizaine de fois au ministère de l'Intérieur pour évoquer toutes les questions de sécurité, qu'il n'a jamais eu de réponse de la part du ministère de l'Intérieur. Il explique que lui, il avait pris toutes les mesures, que ça a des coûts financiers énormes pour le club. Il parle de 14 000 $. Il explique qu'en plus, il y a un manque à gagner parce qu'il ferme complètement la tribune, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour que les supporters puissent prendre place et que donc ça lui fait aussi des ventes de billets en moins. Il a pointé donc un dispositif de sécurité parce que je vous avais entendu, que ça a commencé à 17h lors de l'arrivée des supporters du Cerro. Ils sont 200, ils sont arrivés avec des camions. Et donc, avec des convois, pardon. Donc il y a eu 2-3 convois de supporters du Cerro arrivés à 30 minutes avant le coup d'envoi et ça a débordé les forces de sécurité. Si ça vous fait penser à quelque chose, vous pouvez lever la main. Bref, on est dans le classique.
On va commencer à essayer de se renvoyer la balle, on va commencer à essayer de se dédouaner de tout cela. On verra ce que cela va advenir. On va regarder aussi, et ça pour le coup c'est assez simple sur le plan sportif, et ça va être très simple sur le plan sportif, on va pas se mentir, le Cerro n'est pas un club qui pèse non plus, donc il n'y aura pas forcément beaucoup comment dirais-je, de réaction de la part du Cerro qui est un petit peu responsable dans l'histoire. Avec la suspension du match, les 3 points vont aller à Peñarol. Sur le classement, il faudra actualiser. Peñarol aura 21 points, sera donc à 4 points de National, à 8 points de Liverpool. Et c'est important parce que en Uruguay, pour vous qualifier pour la finale et pour aller chercher des accessites continentaux, la table annuelle compte aussi beaucoup. Si le premier tournoi pour Peñarol est mort, il faut perdre le minimum de points sur National et sur Liverpool pour espérer les rattraper à la table annuelle, voire à les dépasser. Parce que si tu es en tête à la table annuelle, tu as le droit de jouer la finale tu peux potentiellement jouer la finale du championnat. Donc voilà. Après, personne ne peut contrôler les voyous. Non. Mais 3 convois pour 200 supporters, ça doit être quand même facile à faire entrer dans un stade. Et en tout cas, tu les fais pas entrer 30 minutes avant un match. En tout cas, tu autorises pas à ce qu'ils arrivent 30 minutes. C'est toujours cette question de flux de masse. Mais on est d'accord avec toi, quand il y a des mecs qui ont envie de foutre le bazar, c'est difficile de lutter contre ça. Bref, mais le truc est qu'il n'y aura pas forcément... ça va être comme d'hab, on va se renvoyer un petit peu la balle. On en parlait la semaine dernière sur ce qui s'était passé au Chili. Vous inquiétez pas que ça va être un peu la même histoire. Bref, tout ça pour dire qu'avec la suspension du match, les 3 points vont aller à Peñarol, qu'il y a une commission de discipline qui va maintenant attendre tous les documents officiels pour prendre sa décision et déterminer la marche à suivre. Normalement, selon le règlement, le Cerro Porteño risque de perdre 1 point supplémentaire si sa responsabilité est faite. Bon. Responsabilité du club quand c'est une histoire de gestion, vous commencez à comprendre pourquoi tout le monde est en train d'essayer de se renvoyer la balle. C'est toujours la même histoire. On l'évoquait pour le Chili, on l'avait évoqué à l'époque du Super Classico de la Libertadores de 2018. On l'évoque très régulièrement quand il y a des problèmes en tribune. On l'a évoqué quand on avait parlé de la Colombie avec les débordements en tribune. Le principe, c'est que personne ne soit responsable pour que personne ne soit sanctionné. Voilà, parce qu'il y a des textes de règlement, mais il faut un responsable. Là, voilà. Ce qu'il faut noter quand même, cependant dans tout cela, et c'est pour ça aussi je parle, c'est pas forcément tout le temps rose, machin, mais le fait est que c'est comme ça. Ce qu'il faut noter dans cette histoire, c'est qu'une fois de plus, et encore dans un autre pays, on n'est jamais dans le même pays, on a des cas dans tous les pays, alors pas comme dans le Sud, vous voyez qu'en Europe c'est aussi le cas, vous voyez que la violence continue de frapper le football. On est dans une époque assez trouble, on est dans une époque assez violente, le football n'y échappe pas. Je veux dire, regardez, vous avez même des matchs de streamers qui arrivent sur des échanges de haine et des échanges violents à travers les réseaux sociaux ou parfois en tribune, avec des débordements en tout genre. Donc on est dans une époque assez compliquée, et une fois de plus, il n'y a personne pour assumer la moindre responsabilité, il n'y a personne pour véritablement taper du poing sur la table, pour faire que les choses s'arrêtent, et on a la sensation quand même qu'on est un petit peu sur une escalade. Voilà, il serait temps que ça agisse un petit peu. Même pendant un classico, l'arbitre se fait caillasser, oui, et il y a des choses qui sont faites, qui sont condamnables, qui ne sont pas forcément condamnées. C'est le gros problème. Il faut identifier les criminels et les punir. Je trouve pas que c'est plus trouble qu'avant. Par contre, la violence a toujours existé dans les sports populaires, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Et alors, je vais faire mon vieux. J'ai connu les tribunes françaises des années 90. Je connais les tribunes françaises des années 2000, 2010, début 2020. Je peux t'assurer qu'elles sont beaucoup plus tranquilles. Les tribunes des années 2010, 2020, que les années 90, époque où c'était très violent. Et il y a des contextes. Et c'est ce que j'avais expliqué un petit peu par rapport au dossier la semaine dernière, dans l'épisode précédent sur le Chili. Ça correspond aussi à des époques, la notion d'ultra-violence. Il y a toujours eu des débordements, toujours. Et il y en aura malheureusement toujours. Je suis d'accord avec toi, Castencois, il y en aura toujours. C'est la fréquence et l'intensité qui ne sera pas forcément la même. Là, on est quand même sur une fréquence qui accélère très très fortement depuis quelques années. On a de plus en plus de dérives racistes dans les tribunes. On a de plus en plus de scènes de violence pour des trucs. Franchement, Peñarol Cerro, il n'y a rien. On va pas se mentir. Tu vois, c'est même pas la question de cautionner. Mais autant sur un Peñarol national, il y a déjà eu des cas où c'est parti en sucette parce que y en a qui n'ont pas la lumière à tous les étages dans ces deux hinchadas et elles sont très très importantes.
Autant Peñarol Cerro, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de rivalité particulière sur laquelle les esprits peu éclairés pourraient s'appuyer. Tout ça pour dire que voilà, c'est un peu compliqué tout cela. Il faudrait quand même qu'il y ait, comme tu le dis, il faut identifier et punir. Même au Japon, ça s'impose de plus en plus, la violence. Ouais, ouais, vraiment, on commence à la voir arriver un petit peu partout. Est-ce que les médias et la société uruguayenne sont choqués ou c'est rentré dans les mœurs? Choqué, c'est un grand mot. Rentrer dans les mœurs, j'irai pas jusque-là. C'est un peu comme partout, c'est-à-dire que tu vas trouver, et un petit peu comme je fais là, hein, on va trouver des gens qui vont s'indigner, mais en fait, nous, on peut toujours passer notre vie à nous indigner, mais on n'a aucun pouvoir pour changer les choses. Et donc, tant que ces choses-là, tant que ceux qui ont le pouvoir ne font rien pour que ça change et essayent de fuir les responsabilités ou d'en prendre un minimum, rien n'évoluera. Et on est vraiment dans un contexte, je dis, enfin moi prenais l'exemple avec des matchs entre streamers ou même regarder la Kings League, regardez ce qui s'est passé, enfin regardez les débordements sur les réseaux sociaux, les comportements de certains sur des matchs. Donc franchement, c'est du divertissement, on s'en fout quoi. Enfin, il y a encore moins d'enjeux quoi. Et vous voyez que ça s'immisce un petit peu partout. Le match contre streamers dont je parlais, c'est le fameux France-Espagne, hein, où ça a déclenché des haines et des comportements racistes en Espagne totalement dingues. Donc voilà, il y a un terreau assez foisonnant, malheureusement, et le problème, c'est qu'aucune instance ne fait rien. Est-ce que ça choque? J'ai un peu la sensation, malheureusement, que on s'indigne, mais on est résigné, en fait. Même quand on arrête les visiteurs, ils se retrouvent dans des parkings pour se battre. Quand on est con, on est con. Ça, on est complètement d'accord. 100% d'accord avec toi. Alors en plus, tu vois, par exemple, sur l'Argentine, où il n'y a plus de visiteurs depuis plus de 20 ans, ça n'empêche pas les débordements, ça n'empêche pas les mecs qui se coursent dans les rues, ça n'empêche pas... oui, de toute façon, tu ne pourras pas empêcher les cons, hein. Le problème, c'est que si tu ne fais rien, tu vas laisser les cons s'installer. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, comme dit la phrase, hein, on ne peut pas lutter contre les cons, ils sont plus nombreux. Voilà. Et surtout si on ne lutte pas contre eux. Bref, voilà. Voilà où on en est, voilà ce qui s'est passé en Uruguay. Malheureusement, bon voilà, j'en ai parlé un petit peu dans ce cadre-là. Je vais vous remettre quand même le classement pour revenir un petit peu sur le football. Vous rappeler que Liverpool, qui en ce moment, enfin qui depuis quelques années, s'est installé, hein, vient véritablement percuter systématiquement les deux géants que sont Nacional et Peñarol, qui avaient fait une très très belle campagne 2024. Et qui là sont un petit peu plus dans la difficulté. On en parlera des entraîneurs, mais ça a déjà sauté hein, du côté de National. Donc voilà, un peu plus dans la difficulté. Et quand National et Peñarol sont dans la difficulté, Liverpool arrive. Et c'est systématiquement Liverpool ces dernières années. C'est où en Uruguay Liverpool? À Montevideo. À Montevideo, j'avais fait ça doit être le tout premier article de la rubrique L'histoire d'un nom. Tiens, je le mettrai dans les descriptions si tu veux. Liverpool, parce que c'est assez rigolo. Le club s'appelle Liverpool en hommage à la ville de Liverpool. Et a dans ses rangs, dans ses sociaux d'honneur, ouais, c'est comme ça qu'on peut dire. J'ai mangé le mot, mais c'est ça, on va dire sociaux honoraires. Paul McCartney, qui est supporter d'Everton et qui a donc une carte de sociaux d'un Liverpool, mais le Liverpool uruguayen. Voilà, il faut agir, ça devrait être plus facile de nos jours. Ça devrait être plus facile de nos jours. Le premier, c'est Club America. Tu parles de quoi, Red? Je l'ai pas. Bref. Voilà pour la petite partie Uruguay, et je le disais, on va quand même parler un petit peu de football dans ces news. L'histoire d'un an? Non, l'histoire d'un an, le premier ça doit être Liverpool et le deuxième ça doit être Everton. Non, quasi sûr. Après j'ai changé les ordres depuis. Mais merci Vince. Mais d'ailleurs regarde le titre, l'histoire d'un an 1, Liverpool FC, voilà. Je sais, j'aurais peut-être pas dû dire comme ça avant de le relire parce que l'article il date et je crois pas l'avoir relu depuis et je pense que si je le relis je vais pleurer parce qu'on a un peu évolué quand même depuis parce que l'article il doit avoir presque 10 ans, mine de rien. Bon, c'est pas grave, vous verrez comment on a démarré, enfin comment on était quand on était plus jeune. Bref, on va faire comme tout le monde donc. Vous voyez la résignation et le sarcasme. On va faire comme tout le monde, on va détourner le regard et on va regarder le football. On va parler de football et on va revenir sur les demi-finales de la Conca Champions. J'ai pas eu le temps d'écrire dessus, donc je vais en parler dans l'émission parce qu'on s'est bien marré la semaine dernière. Si vous aviez suivi les épisodes précédents,
Vous savez que les demi-finales de la Conca Champions, il y en a une qui est 100% MLS, il y en a une qui est 100% Liga MX. On va commencer par la mexicaine. La partie mexicaine, c'était Tigres qui accueillait Cruz Azul, deux équipes qui sont au coude à coude, hein, enfin qui ont fini le championnat main dans la main concrètement, puisque l'une finit troisième, l'autre quatrième, mais elles ont fini à égalité de points. Donc vraiment main dans la main, deux équipes qui vont forcément se bagarrer pour le titre en Liga MX et qui se bat pour aller chercher une place en finale de la Conca Champions. Et tout reste à faire à l'issue du match aller. Je vais vous montrer un but quand même. Je vais vous montrer l'égalisation. Ah oui, forcément, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, donc je vais essayer de le corriger. Comment est-ce que j'ai fait Comment est-ce que j'ai fait Est-ce que si je fais ça... Voilà le but, ça marche. Ça, c'est l'égalisation. L'égalisation de Tigres, Juan Purata sur un magnifique petit centre de notre Juan Bruneta. C'était Rotondi qui avait ouvert le score pour Cruz Azul. On va tout de suite oublier la première mi-temps qui a été, comment on dit dans ces cas-là, une première mi-temps tactique. Donc voilà, on va dire que la première mi-temps a été très tactique, je vous laisse le but une dernière fois. Et en deuxième mi-temps, il y a d'abord eu une prise de contrôle un petit peu par Cruz Azul, mais finalement, les hommes de Guido Pizarro ont su réagir. Un but partout donc entre les deux. Tout reste à faire. Je vous montre le tableau de ce que cela donne en vue du match retour. Vous voyez que les chances sont quand même assez réparties. Petit avantage à Tigres hein, quand même en termes de statistiques. De possibilités, 13 à 11, hein, 13 possibilités de qualification pour Tigres, 11 seulement pour Cruz Azul. Le match se joue à Mexico. C'est jamais facile pour Tigres quand ils se rendent à Mexico. Ça, ce sont les probas de qualification, un but partout à l'aller. Tout reste à faire dans cette demi-finale. La deuxième demi-finale, elle était 100% MLS. 100% MLS parce que, j'ai pas dit 100% américaine, parce qu'elle opposait l'Inter Miami, vous savez, le représentant de la MLS à la prochaine Coupe du Monde des clubs, parce que pas champion, aux Vancouver Whitecaps, qui sont probablement la meilleure équipe en ce moment en MLS en termes de jeu, peut-être avec le Crew quand même en termes de jeu. Bref, et forcément, une règle, on l'avait déjà un petit peu entreaperçu lors du match entre Columbus et Miami, on l'avait un petit peu entreaperçu avec le match à Chicago. Bon, là, on l'a vraiment bien vu. Je vais vous montrer ce but qui forcément va pas s'afficher tout de suite, mais je vais corriger ça dans un instant. Je vais le remettre, il est là, normalement ça devrait s'afficher. Voilà, regardez-moi ce but signé Brian White, je crois que c'est Pedro Vite qui fait la passe. Là, cette petite passe en une touche, elle est magnifique, la tête aussi, avec un homme qui arrive lancé face à des plots. Bref, les Whitecaps se sont imposés 2-0 au match aller et la règle habituelle, quand on n'a pas de cadre collectif, quand on n'a pas d'idée de jeu, et ben au final, quand on est porté que par des miracles, au bout d'un moment, ça ne passe plus et c'est pas passé donc au match aller. 2-0 pour les Whitecaps face à l'Inter Miami. Je le disais, Vancouver, c'est la meilleure équipe de MLS en ce moment. Vous voyez les probabilités de qualif en vue du match retour qui se jouera à Miami. C'est possible, hein. Il y a un monde dans lequel c'est possible, forcément. Il n'est pas impossible. Voilà. Je vais y arriver là-dessus, Vince. Il y a un monde dans lequel 2-0, c'est pas insurmontable. Hein. Tu peux gagner 1-0. Vancouver est la meilleure équipe de la MLS actuellement. Je veux pas leur porter la poisse, mais quand même, c'est juste la meilleure défense de la MLS aussi. 7 buts seulement encaissés. Notre cher Javier Mascherano, et par rapport, je salue ma foi aussi qui est dans le chat, triplé de Messi, c'est possible aussi. Messi n'a pas joué ce week-end parce que Mascherano a fait tourner et nous a mis une magnifique défense à 5 pour jouer contre Dallas et a perdu 4-3 face à Dallas. Donc ça commence à chauffer un petit peu. Alors on va pas se mentir, hein, il n'est pas en danger, hein. Mais quand même, il joue gros. Ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin. Parce que voilà, hein, pour les rendez-vous pour les demi-finales retour, nuit de mercredi à jeudi pour Inter Miami Whitecaps, 2h du matin. Nuit de jeudi à vendredi pour Cruz Azul Tigres, ça sera à 4h du matin. La meilleure équipe de MLS n'est pas américaine. Oui, c'est vrai, tu as raison, n'est pas états-unienne, c'est beau. C'est vrai, en termes de, en termes de points, en termes de jeu, et c'est une sacrée surprise hein, quand même hein, de voir Vancouver à ce niveau-là de réussite, surtout qu'ils ont quelques absents dans leur effectif. Mais voilà, ça a failli marcher, ils étaient à 3-1 avant de se faire retourner. C'est vrai. Il faut voir la manière dont ils se sont fait retourner. Attention, De Michelis pourrait le remplacer bientôt. Je sais pas s'il va y avoir la politique de virer l'entraîneur du côté de l'Inter Miami. En tout cas, avant la Coupe du Monde des clubs, ça me paraît compliqué. On verra.
On verra. Bref, je vous ai donné le rendez-vous. Nuit de mercredi à jeudi, Miami Whitecaps, 2h du mat. Nuit de jeudi à vendredi pour Cruz Azul Tigres à 4h. Peut-être qu'on peut se faire le premier en live si ça vous chauffe. Bah, du pareil, dites-moi. L'autre à 4h, ça va être trop compliqué, mais à 2h, pourquoi pas. Si vous êtes chaud, on peut se le faire. Surtout que, et je le rappelle, au cas où on ne le fasse pas, les matchs sont diffusés gratuitement par la CONMEBOL sur sa chaîne YouTube. Gratuitement et donc légalement. Red est chaud. Ah, ça m'étonne pas que tu sois chaud. Donc, on va voir. Pour Inter Whitecaps, c'est jouable pour moi parce que je crois que je bosse jusqu'à minuit ou 1h du matin. Et donc, après, je serai tranquille. On verra. On verra si on peut se faire ça. On verra si on peut se faire ça tranquillement. Ouais. Semaine prochaine. Enfin, c'est dans 2 jours, hein, concrètement. Donc voilà. On en reparlera. N'hésitez pas à me le dire et on verra si on se fait un live. Voilà pour les news de la semaine. Vous voyez, on a essayé de parler un petit peu de foot quand même. Bon, comme d'habitude. Il y aura de la Libertadores un peu. Il y a de la Libertadores cette semaine. C'est pas la semaine prochaine, la Libertadores? C'est pas à partir du 6 mai, la Libertadores? La journée 4? Tu me mets le doute, Red. Merci, Vince. C'est ça, c'est semaine prochaine, la Libertadores. C'est pas cette semaine, c'est semaine prochaine. Il n'y en a pas cette semaine. Après, je fais genre, hein. Mais je me suis posé la question et je crois que j'avais été voir. Et donc là, tu me remettais le doute, mais j'avais été voir, hein. Tu sais, quand on vieillit, on a vite le doute. Bref, voilà pour les news de la semaine, je disais. Eh bien, vous savez quoi, on va enchaîner. On va passer au dossier. On va parler justement d'entraîneur. Ça va faire plaisir à Vince. Et cette fois-ci, je vais lancer le bon jingle. Ce dimanche, on disputait un match particulier en Argentine. C'est pour Vince, qui est présent dans le chat. On disputait évidemment le Super Classico entre River et Boca. Je ne vais pas revenir sur le match. Je vais quand même juste rappeler que Boca a perdu. Mais justement, c'est intéressant parce que, ce qui est intéressant, c'est que ce match va me servir de point de départ pour le dossier. Parce que forcément, on n'est qu'au mois d'avril. Et forcément, ça commence à chauffer très fort pour Fernando Gago, qui a été donc battu par River. Je vais vous montrer un exemple d'articles qui sont sortis, qui est sorti assez rapidement dans les heures qui ont suivi le Super Classico. Voilà, je vous le traduis, rapidement. Ça parle juste du futur de Fernando Gago à Boca après la défaite dans le Super Classico. Montre les tweets de Boca Junior FR, ça résume bien. Je peux pas les montrer là, mais allez voir le Boca Junior FR. Mais bon, la continuité de Fernando Gago est donc forcément remise en jeu. Alors évidemment, il y a toujours des choses qui sont inhérentes à un match de foot et qu'on ne peut pas enlever concrètement. La question des choix tactiques, la défense à 5, le fait d'attendre énormément pour faire entrer par exemple un Sebachos, il a eu des contraintes, il l'a expliqué en conférence de presse, le fait qu'il n'ait pas Milton Jiménez, le fait qu'il n'ait pas Edinson Cavani. Bref, on va pas entrer tout ce qui est le débat tactique, les choix, les machins. Bon, tu gagnes, il y a moins de discussion que quand tu perds, forcément. Mais c'est pas trop par rapport à cela, parce que ces questionnements-là, bon, ils sont assez classiques. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il peut continuer à la tête de River? On rappelle que son prédécesseur avait renoncé à son poste le match d'après. Le match d'après Super Classico perdu, si j'ai bonne mémoire. Vince, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Mais tout cela arrive dans un contexte pour Fernando Gago, un contexte très particulier, puisque Gago avait déjà subi un premier gros choc qui avait été l'élimination au tour préliminaire de la Libertadores face à l'Alianza Lima, élimination au deuxième tour préliminaire, c'est-à-dire que Boca ne joue absolument pas de compétition internationale cette année. Bon, il y a la Coupe du Monde des clubs, vous allez me dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. On va saluer Pierre qui arrive au moment où on parle d'entraîneur en Amérique du Sud parce qu'il va pouvoir parler de son entraîneur préféré, à savoir Marcelo Gallardo. Tiens, on parle de Boca. Non, mais voilà, on parle pas de Boca. On va prendre cet exemple-là pour justement, je vais pas entrer dans les considérations pro, anti-Gago, les choix, les machins. Juste
profiter de cela pour parler de l'incroyable instabilité du poste d'entraîneur en Amérique du Sud. Et pour parler de tout cela, je vais vous donner quand même pas mal de chiffres parce que vous allez voir que c'est assez parlant et assez intéressant. D'autant que la semaine dernière, avant le Super Classico, alors vous inquiétez pas, hein, ils se sont pas inspirés du fait que le Super Classico allait arriver. Le CIES, alors vous le voyez peut-être, vous arrivez peut-être pas forcément à bien lire, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. D'ailleurs, ça serait bien que je le place comme il faut, comme ça vous pourriez, si vous voulez le lire, je vais le placer comme ça vous verrez mieux. Il n'y aura pas le... Voilà, si vous pouvez lire, n'hésitez pas. Le CIES a publié sa lettre hebdomadaire dans laquelle, justement, le CIES, c'est l'observatoire hein, du football, ils ont comparé 65 ligues à travers le monde sur le critère de la permanence des entraîneurs à la tête des équipes de première division. Enfin, pas forcément que de première division, mais de ce championnat-là, du championnat suivi. Voilà le tableau. Ce tableau, je l'ai ordonné sur... un thème, vous le voyez, c'est sur la partie droite, sur la durée moyenne passée par un entraîneur sur le banc de touche. Bon, il est parfois ou assez souvent, choisissez le mot, difficile de voir sur comment ils ont déterminé leurs critères du côté du CIES, notamment parce que, alors, si vous regardez un petit peu du côté des yeux, le 375 jours au Brésil, j'ai un peu de mal à penser que la durée de vie moyenne d'un entraîneur au Brésil soit 375 jours. Soit. Bref, vous allez voir, en plus, je vais en parler dans un instant pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais, indépendamment de cela, ils ont utilisé les mêmes critères pour toutes les ligues. Et vous allez voir, donc je vais vous donner quelques chiffres. Si vous voyez par exemple qu'en Ligue 1, selon leurs critères, arrêtés au 15 avril, je crois, sur ce tableau, la durée de vie moyenne d'un entraîneur en Ligue 1 française, c'est 359 jours. À titre de comparaison, en Liga espagnole, c'est 834, en Bundesliga, c'est 797, et en Première Ligue, c'est 777. Alors on pourrait déjà parler de difficultés, comment dirais-je, d'instabilité sur les bancs de touche en Ligue 1. Mais alors regardez les chiffres en Amérique du Sud, 125 jours en Équateur, 4 mois, voilà, 154 en Uruguay, 160 en Colombie, 185 en Argentine. Donc, c'est-à-dire que l'on est à peu près à la moitié de la durée de vie d'un entraîneur en Ligue 1. Le chiffre surprenant, je le disais, c'est le Brésil avec 315. La Saudi League bien haut pour l'Asie. Quelle surprise, non. Au Brésil, heureusement qu'il y a Abel et Voivoda. Je pense, Vince, que c'est ce qui fausse la durée de vie moyenne. Portugal dans le top 10. On est toujours au top, nous dit Pedro Bizeu. Je vais y revenir, Pierre, sur en Colombie. Bref, justement, je vais continuer un petit peu avec les chiffres parce que vous allez voir, c'est intéressant. La seule chose qu'il faut retenir, premier point à retenir, faible durée de vie d'un entraîneur dès qu'il arrive en poste en Amérique du Sud, voire en Amérique latine, puisque vous voyez que le record, c'est le Costa Rica, avec 116 jours. Voilà. L'équivalent du passe pas l'hiver en Amérique du Sud, c'est passe pas le mois. Hein. Donc, voilà. Là où c'est intéressant, par contre, d'ailleurs, par rapport à l'Amérique du Sud, je parle de précarité et tout, notez que si vous regardez ce classement, la moitié des pays sud-américains, c'est-à-dire donc 5, se classent parmi les 11 pires en termes de durée de vie des entraîneurs. La moitié. Voilà. Ce qui est intéressant, par contre, par rapport à la façon dont ils ont mesuré ça, c'est qu'il y a 3 ans, ils avaient déjà publié ce genre d'éléments-là. Merci à MPAO pour le follow. Il y a 3 ans, ils avaient comparé 90 ligues. Et si on focus uniquement sur l'Amérique du Sud, qui vous est affiché ici, on va regarder... alors, ils n'ont pas forcément gardé les mêmes critères. On s'aperçoit que... alors, c'est peut-être pas le bon... est-ce que c'est le bon que je vous ai mis? Si, regardez le nombre de jours. Vous voyez, par exemple, que ce nombre de jours a diminué pour tous, sauf pour le Brésil, qui a triplé. Bon, parce qu'il y a Abel Ferreira et parce qu'il y a Voivoda aussi, je pense. Bref, mais vous voyez qu'ailleurs, ça s'effondre. En 3 ans, l'Équateur est passé d'une durée de vie, entre guillemets, pour un entraîneur de 487 jours à 125. Divisé par 3 quasiment. Donc voilà, c'est assez fou. Les chiffres sont forcément faussés pour l'Ukraine. Oui, probablement. Bref. Mais notez cela. Vous voyez que
c'était précaire en Amérique du Sud et ça l'est encore plus au fil des années. Ça l'est encore plus au fil des années. Bah, l'Équateur, ça a divisé par 3, hein, donc voilà. On va continuer de creuser un petit peu. Il y a 10 ans, Deport TV avait estimé que la durée de vie d'un entraîneur en première division argentine était de 45 matchs, ce qui correspond peu ou prou à une saison, une année, une temporada, ce qui colle à peu près. Surtout que en 2023, un autre organisme de statistiques qui s'appelle Elmister a mené une étude bien plus large. Eux, ils ont mené une étude sur 169 clubs de première division en Argentine, au Mexique, en Colombie, au Costa Rica, au Honduras, au Brésil, au Chili, en Uruguay, au Paraguay et au Pérou. 169 clubs, et donc ils ont étudié sur 10 ans l'évolution, la durée de vie des entraîneurs, combien d'entraîneurs, plusieurs critères. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller le lire, sachant que l'article est payant. Voilà, donc je vous le dis. Je vais quand même vous résumer ce qu'il y a dedans. Ce qu'il en ressort de cela, c'est que sur cette période-là, le nombre moyen d'entraîneurs d'une équipe en Amérique latine est de 15,34. Sur 10 ans, un club en Amérique latine a eu environ 15,3 entraîneurs. C'est ça qu'il faut retenir. Ça fait 1,4 par an. En gros, en moyenne, hein, sur l'ensemble de l'Amérique latine et des pays qui ont été donnés là. Sachez que sur les 169 clubs qu'ils avaient à l'époque étudiés, 3 seulement avaient un entraîneur qui était en place depuis 2020, c'est-à-dire depuis 3 ans. Bon, voilà. Ça fait cher en indemnité. On va en parler de ça, tu vas voir. Tu m'étonnes que les entraîneurs se barrent, ils se font menacer comme leurs joueurs par des mafieux. Eh bien, justement, on va parler de tout cela. On va aborder ensuite la notion du pourquoi de la chose. Ils se sont focalisés, Elmister, un petit peu sur la Liga MX et se sont aperçus, par exemple, qu'entre 2013 et 2022, on avait joué 19 championnats et que les 6 clubs qui avaient le plus faible taux de rotation des entraîneurs avaient décroché 15 des 19 titres. Autrement dit, 79% des champions entre 2013 et 2022 ont gardé leur entraîneur pendant au moins un an. Voilà. Ça, c'est un autre élément qu'il faut que vous ajoutiez pour comprendre aussi les enjeux là-dessus. Et donc, ce qu'ils avaient noté à ce moment-là, quand ils ont fait leur étude, c'est qu'en 2023, dans toute l'Amérique latine, 8 entraîneurs sur 10 initiaient un nouveau cycle au début d'une saison, au début d'un championnat. Je vais continuer avec quelques chiffres parce que c'est vraiment important. La bise à Tigres, exactement. Tigres qui a décroché des titres avec un seul coach. Hein. Enfin, la majorité. Quelques chiffres encore. En 2022, c'est une folie en Argentine. On a eu 90 entraîneurs, en comptant les intérimaires qui se sont succédés sur un banc de touche. Il n'y a que 8 entraîneurs qui ont fait toute la saison. Au Brésil, et c'est pour ça que la moyenne qui est donnée par le CIES, il va falloir la pondérer. Justement, on parlait d'Abel Ferreira il y a un instant. Abel Ferreira est en poste à Palmeiras depuis 4 ans et 5, allez, bientôt 4 ans et demi, concrètement. Sur cette période, il a dirigé plus de 340 matchs, ce qui est énorme, hein, forcément, et il a décroché 10 titres. Sur cet intervalle de temps, donc sur 4 ans et demi, on ne parle pas du cycle de Gachardo qui a duré 8 ans à River. 4 ans et demi d'Abel Ferreira. Les rivaux de Sao Paulo, Corinthians, Sao Paulo et Santos, ont cumulé 28 changements d'entraîneur. 10 pour le Corinthians, 12 pour Santos, 6 pour Sao Paulo. À titre de comparaison aussi, sur la même période, un autre club qui est à Rio, lui, Vasco, a connu 22 entraîneurs en 4 ans et demi. Voilà. Tout ça pour pondérer la durée de vie des entraîneurs au Brésil. Et alors, vous allez vous poser la question, d'accord, ces chiffres-là, 2021, 2022, 2023, très bien, et cette année? Alors, j'ai regardé un petit peu du côté de cette année. Tiens, je vais remettre une image de Gago parce que c'est bien. Ouais, 22 en 4 ans et demi. Alors, cette année, en Argentine, on a disputé 15 journées. On est en avril, hein, fin avril, allez, début mai. Il y a eu 47 entraîneurs différents parmi les bancs de touche, parmi les 30 clubs. 47 entraîneurs différents, ça inclut les intérimaires. Quand vous virez un coach, vous avez parfois 1 ou 2 matchs qui sont dirigés par un intérimaire. 47 entraîneurs différents en 15 journées. La moitié des clubs ont changé au moins une fois d'entraîneur durant cet intervalle, en 15 matchs. Dans les autres pays, on a joué 10 journées en Équateur. Il y a déjà eu 4 changements d'entraîneur sur 16 équipes.
En Bolivie, on en est à 5 journées. 4 équipes ont déjà changé de coach sur 16. Au Brésil, 6e journée le week-end dernier. Ça a été la dernière journée pour Fabio Carri à Vasco. D'ailleurs, voilà, Vasco. Il est le 5e entraîneur à sauter. Sachez d'ailleurs que Dorival Junior vient d'être officialisé par le Corinthians. Voilà. Ça veut dire que en 6 journées au Brésil, 5 clubs sur 20 ont déjà changé d'entraîneur, le quart. Tout simplement, en 6 journées. En Colombie, pour Pierre, il y a 20 équipes. On a joué 16 matchs pour à peu près tout le monde. Hein. Tout le monde a à peu près joué 16 matchs. Ce n'est pas le cas, mais à peu près. Il y a eu 14 changements d'entraîneur. 8 équipes sont concernées sur les 20. Au Paraguay, il y a 12 équipes. On a joué 16 journées. 7 équipes sur les 12 ont déjà changé de coach. Au Chili, après 9 journées, sur les 16 équipes, il y en a 3 qui ont déjà changé de coach. Et au Pérou, on va finir avec Pérou, Uruguay et Venezuela. Au Pérou, on a déjà 8 des 19 équipes qui ont changé de coach. En Uruguay, 8 sur les 16 ont déjà changé d'entraîneur après les 13 journées que vous avez vues. Et enfin, au Venezuela, 4 sur les 14 ont déjà changé d'entraîneur. Si on fait le bilan de tous ces chiffres avec lesquels je viens de vous assommer, il faut un forfait entraîneur, clairement. Si on fait un bilan avec tous ces chiffres avec lesquels je viens donc de vous assommer, vous voyez Gago est complètement assommé sur son banc de touche. Sur les 179 clubs qui sont en Amérique du Sud, là, cette saison, 66 clubs ont déjà changé de coach, c'est-à-dire plus du tiers. 37% en fait. En 3 mois, allez, 4 mois de compétition, plus d'un club sur 3 a déjà changé de club. Voilà donc pour ce constat. Et voilà donc ce qu'il faut en retenir. La fin des périodes d'essai, ça va, il y a ça y va à 2 mois de devenir RH d'un club Sudam c'est un boulot garanti. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. En fait, les coachs sont clairement tout le temps en intérim. Mais on va y revenir, on va expliquer cela. Et ce qu'il faut donc retenir de tout ce que je viens de raconter là, c'est que vous l'avez compris, être coach en Amérique du Sud, c'est plus que précaire, plus que compliqué, et c'est pire qu'en Europe en fait. C'est vraiment un boulot plus précaire, plus instable qu'en Europe, quel que soit le pays, enfin dans les grands championnats européens. Voilà. Après l'élimination de Boca, je conclus cette partie avec Boca, forcément j'ai démarré avec Boca. Ça fait une éternité que Gago est à Boca en fait. Je pense que pour Vince, ça fait une éternité. Ouais. Pour Pondéré, il y a des situations vraiment différentes en Colombie. Exemple Llaneros où le coach est passé DS, d'autres parce que ça n'a pas marché. Ah oui, mais je vais y arriver sur les raisons. Il y a forcément beaucoup de raisons. Il y a des multitudes de raisons, d'éléments qui font que. Le fait est qu'il y a Infobae, après l'élimination de Boca face à l'Alianza Lima, avait rapporté les propos d'un dirigeant, sans le nommer, qui avait dit « Il n'y a pas de projet dans le football, parfois vous perdez 3 matchs et vous devez partir. » Voilà, je vous laisse là-dessus. Et donc forcément, on peut se demander pourquoi. Alors pourquoi ? Évidemment, le premier critère, il est forcément sportif. Et on va rebondir sur cette notion de projet sportif. Vous le savez, la majorité des championnats latino-américains, à l'exception du Brésil et du Chili d'ailleurs, mais le Brésil c'est vraiment une particularité et vous verrez que ça a d'autres éléments qui vont entrer en jeu sur l'instabilité et la précarité du travail d'entraîneur. La plupart des championnats sud-américains, latino-américains, sont faits de tournois courts. La saison est divisée en 2, c'est-à-dire qu'en gros, on peut considérer aussi que vous jouez votre saison sur 6 mois. Concrètement, ce qui peut expliquer, je n'ai pas dit que c'était la raison, ça peut expliquer. En tout cas, ça sous-entend qu'il faut une politique de résultats immédiats. On n'est pas là, je reprends la phrase, il n'y a pas de projet dans le football, on n'est pas là pour construire sur plusieurs années parce qu'il faut des résultats immédiats. Pourquoi ? Parce que les accessites continentaux, qui sont la principale ressource économique pour la majorité des clubs latino-américains, ces qualifications-là se font sur des semestres. Je parlais tout à l'heure dans l'Uruguay de Peñarol qui rate son tournoi d'ouverture, son Apertura. Si Peñarol veut se qualifier pour une prochaine compétition continentale, il va falloir faire un super clausura. Donc on va tout jouer sur 6 mois côté Peñarol. Donc vous commencez à noter la pression et vous notez aussi pourquoi à mi-saison on peut se dire ok, l'Apertura s'est foiré, il va falloir foncer sur le clausura. Ça va être le cas par exemple des Rayados au Mexique, avec De Michelis. Et donc ça, c'est un premier critère d'instabilité, cette nécessité de résultats immédiats. Et donc, quand vous avez des tournois qui durent 15 journées, si vous perdez 2, 3, 4 matchs, vous êtes mort, concrètement. Et ça, c'est un premier critère. L'autre élément, un autre
Un autre élément, c'est forcément la politique. Alors un peu abordé de manière indirecte par Pierre, avec des changements, avec les changements, hein, on peut changer de poste, on peut aussi avoir des proprios un peu chelous, mais il y a des éléments politiques. C'est la structure de la compète. Oui, c'est la structure de la compète qui redonne un premier élément d'instabilité. Le deuxième, c'est donc les dirigeants. Dans de nombreux pays sud-américains, et je tiens à le rappeler, les présidents, et j'en parlais tout à l'heure pour San Lorenzo, les présidents sont élus. Ils arrivent avec leur entraîneur, ils arrivent avec leur projet. Et donc forcément, déjà, à chaque élection, si le président n'est pas reconduit, l'entraîneur, il va sauter. Et pire, si vous êtes président d'un club et que vous avez l'intention d'être reconduit, il va falloir faire plaisir aux supporters. Et comment on fait plaisir aux supporters? Tout simplement avec des résultats. Avec des résultats. Ou alors en nommant ceux que les résultats veulent. Donc, il y a cette pression-là, une pression que l'on va dire politique. Si un président est élu et qu'il veut rester en place, il faut qu'il satisfasse les supporters par des résultats notamment. Et vous comprenez à mesurer, vous commencez, et vous, si vous ne le faisiez pas, vous mesurez aussi l'importance des sociaux, mais aussi l'importance des baras, parce que si l'entraîneur ne plaît pas à la bara, il ne peut pas rester, parce que le président joue sa place, tout simplement. Tout le monde joue sa place, et donc forcément, le fusible, qu'est habituellement l'entraîneur, est encore plus facile à faire sauter. D'ailleurs, et on avait évoqué dans un live avec Vince, il me semble, sur la notion, la façon dont on abordait le football en Argentine et on essayait de faire les différences parce qu'on nous avait posé la question par rapport au Brésil. Au Brésil, il est très fréquent de voir les torcidas venir foutre le bazar au centre d'entraînement en cas de 2-3 défaites consécutives. Ça arrive un petit peu dans certains clubs argentins, mais c'est très présent au Brésil. Et dans ces situations-là, l'entraîneur ne peut pas perdurer. En Argentine, on a des folles histoires de Barra qui viennent mettre la pression au centre d'entraînement. On peut parler, par exemple, c'est une très très vieille histoire de Yudica à l'époque d'Argentinos, où il a sorti un flingue pour faire partir les Barras. On est dans les années 80. Mais voilà, d'ailleurs c'était le cas aujourd'hui à Santos. Voilà. Donc il y a cette pression-là qui vient s'ajouter à la présence sportive. Et donc, dans des clubs où le président est élu et donc a besoin de l'appui des Barras pour se faire élire et garder sa place, vous comprenez qu'il va vite faire sauter le fusible qu'est l'entraîneur. IGN77, merci pour cette nouvelle émission. Je vais l'écouter dès demain sur Spotify, toujours super intéressant. Merci beaucoup pour ton message. Et oui, effectivement, je vais la mettre plus tôt sur Spotify parce que j'ai un peu traîné la semaine dernière. Je crois qu'elle est arrivée un peu plus tard dans la semaine. Et là, cette fois-ci, je vais la mettre dans la foulée. Donc, elle devrait arriver dans la nuit sur les plateformes de podcast. Premier élément, donc, je disais, sportif. Et sportif lié au format, au fait qu'on joue principalement des tournois courts, on joue des compétitions sur des durées très réduites, même des gros clubs qui jouent par exemple dans les compétitions continentales. On parle de River, on parle de Gachardo, on parlait de Michelis. Tant qu'ils sont qualifiés en Libertadores, leur poste est sauvé parce que c'est la principale manne financière. Et justement, je vais y aller sur l'économie. Donc, le premier, c'est les sportifs et les formats qui font qu'il faut des résultats immédiats. Le deuxième, ce sont des éléments politiques avec les dirigeants qui doivent garder leur place et qui sont soumis à cette pression-là du résultat et de satisfaire les Barras et les supporters. Et le troisième élément, donc, c'est l'économie. Parce que, et quand je parle d'économie, c'est pas l'économie des clubs dans le sens, si vous ne vous qualifiez pas pour une compétition continentale, c'est des entrées d'argent en moins. Ça vaut pour les gros clubs, mais pour les autres clubs aussi qui ont beaucoup d'entraîneurs qui naviguent. On a des entraîneurs qui se font des tournées de clubs, on a des entraîneurs qui font plusieurs cycles dans un même club et des clubs qui ne sont pas forcément des clubs du haut de tableau, parce que ça fait sauter des entraîneurs à tous les niveaux dans les championnats. L'autre élément économique, c'est justement, ça parlait de période d'essai, ça parlait dans le chat de ça coûte cher en résiliation. Et bien justement non, parce que les clubs font signer des contrats courts. Le guide du retard de l'entraîneur, c'est un peu ça. Les clubs font signer des contrats courts aux entraîneurs. Et parfois, les contrats eux-mêmes sont extrêmement précaires. Il y a des pays où les contrats sont signés et ne sont pas forcément respectés. Ce qui fait qu'il va y avoir des ruptures de contrat. Il va y avoir des conflits. Mais donc, justement, pour éviter de se mettre dans le rouge sur le plan et sur le point de vue économique, la majorité des clubs ne font pas signer des longs bails aux entraîneurs. Généralement, c'est une temporada, c'est une saison. Voilà, généralement, un entraîneur signe pour une saison. Parfois, c'est pour un tournoi seulement, c'est-à-dire un semestre, ce qui explique aussi ce roulement. Et ça a un autre avantage
pour le coup, ça a un avantage aussi pour les entraîneurs, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui réussit dans un club, comme le club ne veut pas se mettre dans le rouge parce qu'économiquement il est limité, si l'entraîneur a de bons résultats, a de bonnes performances et qu'il est dans un petit club, il va vite se faire repérer et peut aller chercher un meilleur contrat ailleurs. Et c'est ce qui arrive aussi. Parfois, on a vu par exemple Zago, qui était l'ancien entraîneur de la Bolivie, qui est entraîné en Bolivie, partir pour entraîner un club de série B brésilienne, par exemple, parce que le salaire est meilleur. Donc ça joue dans les deux sens. Et parce qu'il y a donc cette précarité et que donc on chasse le contrat. Les entraîneurs de ce côté-là, en Amérique du Sud, ne cherchent pas forcément des contrats à long terme, des durées à long terme, parce qu'ils savent que ce n'est pas possible de mettre en place ça. En tout cas, ce n'est pas compatible avec la notion d'aller chercher des résultats ou d'aller chercher des accessites continentaux, et donc forcément courent après ce genre de contrat. Il y a donc toujours cette dépendance économique, celle qui fait que les clubs ne peuvent pas conserver les joueurs, celle qui donc leur met une pression, qui fait que les compétitions continentales, si vous n'en jouez pas, vous n'avez pas d'autres entrées d'argent, et donc vous ne pouvez pas offrir de vrais contrats long terme à des entraîneurs, et tout le monde joue là-dessus, et tout le monde est obligé de jouer sur le court terme. Ce qui explique donc pourquoi ce poste-là, particulièrement dans cette région du monde-là, est absolument précaire. Alors évidemment, il y a toujours des exemples avec des présidents complètement fous alliés qui changent de projet du jour au lendemain. Ça existe, mais ça existe dans tous les pays et ça explique pas comment dirais-je, un mécanisme de masse, entre guillemets, comme je viens de l'évoquer avec cette faible durée de vie des entraîneurs. Et si c'est particulièrement court, par exemple, la durée de vie d'un entraîneur au Costa Rica ou en Équateur, comme vous l'avez vu sur le premier tableau, que je peux vous réafficher si vous le voulez. Comme ça, vous aurez le temps de le voir et ça fera la conclusion de ce passage-là. C'est aussi parce que c'est les pays qui font partie des pays qui ont le moins de ressources financières. Vous remarquerez que sur ce tableau, il manque la Bolivie. Je pense que j'ai pas eu le temps de le faire moi-même et je ne sais pas comment ils ont mesuré cela. Mais la Bolivie, ça doit être assez terrible aussi. Et les Européens qui, pendant l'été, détruisent la saison Sudam, ça compte complètement. Mais j'en parle sur la notion de ne pas conserver les joueurs, le fait que on est d'accord. Et ça peut tout changer dans un club aussi, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui a réussi avec une équipe va perdre la moitié de ses joueurs et ne pourra pas réussir sur la deuxième partie. Et ça a aussi l'effet pervers l'entraîneur ne se projette pas et vise le court terme. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'entraîneurs qui sont entre guillemets les pompiers de service. Vous savez, en Ligue 1, on en a toujours que l'on va chercher quand on veut se sauver ou des choses comme ça. Le pompier, le gars qui est bâti pour ça, il y en a beaucoup de profils comme ça à ces endroits-là. La bise à Vélez, typiquement Vélez, Quinteros est parti tout de suite au Brésil une fois qu'il a réussi à faire 2-3. Enfin, il a fait une très belle saison avec Vélez. Il a réussi avec un club qui n'a pas les moyens de le retenir. Il est parti monnayer son argent au Brésil et il a été viré. Du coup, ils démissionnent aussi plus facilement qu'ailleurs s'ils sont mécontents, en sachant qu'ils trouveront hyper facilement ailleurs. Alors, est-ce qu'ils trouveront hyper facilement? Oui, généralement. Est-ce qu'ils démissionnent plus facilement? Pas forcément, c'est difficile à dire. C'est pas forcément. C'est difficile à dire. C'est rarement généralement, ils démissionnent pour suite de mauvais résultats. Et justement, la notion de démission, c'est aussi je crois que c'était Castencois qui en avait parlé dans le chat, c'est pour qu'il n'y ait pas d'indemnité. Je rappelle que quand un entraîneur démissionne, il n'y a pas d'indemnité de licenciement. Et c'est aussi des accords qui passent, entre guillemets, plus ou moins avec les clubs pour que le club n'ait pas à payer d'indemnité. C'est pas tout le temps le cas, mais généralement, c'est assez fréquent en Amérique du Sud. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a tout cela, et tout cela fait que, effectivement, entraîner en Amérique du Sud, c'est vraiment, quand tu es entraîneur, si tu es jeune entraîneur, que tu m'écoutes, que tu te dis j'ai envie de vivre un kiff et d'aller entraîner en Amérique du Sud, c'est un pari très risqué, les garçons. Déjà sur la précarité du contrat que tu peux signer et sur la précarité de ton poste. On sait qu'un poste d'entraîneur, c'est précaire. Mais là, outre le fait qu'il va être c'est beau cette phrase, qu'il va être quasiment impossible de mettre en place un projet à long terme. Tous les entraîneurs que vous voyez arriver en Dame Sud et qui disent on va mettre un projet machin, les projets Gachardo, il n'y en a pas. C'est une rareté. Voilà, même Abel Ferreira, quand il signe, personne pensait que 4 ans plus tard, il serait encore là à Palmeiras. Donc,
c'est pas possible. Sache que surtout, si tu veux aller entraîner en Amérique du Sud, eh bien, tu aucune garantie, même à court terme. Et donc, ça permet aussi de mesurer à quel point ce métier est devenu extrêmement précaire dans cette région du monde. Ça permet aussi de saluer le courage hein, de ceux qui, quand même, continuent de l'exercer dans ce contexte-là, parce que les situations sont pas forcément hyper faciles. Il y a des entraîneurs aussi, je me rappelle j'ai mangé son prénom, c'est Salas, son prénom, Mario Salas, quand il avait été à San José de Oruro, avant que le club disparaisse. Extraordinaire histoire qui avait été racontée dans un Lucarne Opposé magazine parce que son adjoint avait été interviewé par Gabriel à l'époque. C'est exceptionnel hein, et il a vécu des choses incroyables, pas forcément des choses hyper plaisantes en termes de support d'entraîneur et tout. Lui, il avait eu des résultats, mais il a fini par partir parce que la situation était invivable sur le plan économique. Donc voilà, donc il y a quand même aussi cette notion de courage hein, pour pas mal d'entraîneurs d'aller entraîner dans ce contexte-là, mais ça permet aussi peut-être d'expliquer pourquoi sur la durée, et c'est difficile de trouver un club ou des clubs en Amérique du Sud qui vont s'installer sur la durée. C'est toujours très compliqué. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, un cas comme Palmeiras est une exception récente, ou comme le River de Gachardo entre 2014 et 2020 et 2022 est une véritable exception. L'avantage, c'est de pouvoir renouveler les entraîneurs et éviter le recyclage. Bah oui, mais tu recycles. Sans cette précarité, je suis pas sûr qu'on aurait eu Sampa ou Anselmi, par exemple. Bah, le problème, tu vois, par exemple, Sampaoli, sa première expérience au Pérou, quand il arrive à Cristal, ça se passe pas bien. Hein. Ça dure 3 mois, hein, même pas. Donc ça aurait pu le couler aussi s'il n'avait pas rebondi derrière. Alors qu'en J-League, si tu fais n'importe quoi, tu as des chances de rester en poste, c'est beau. Voilà. Mais en J-League, tu démissionnes pas. On attend d'être viré. Et même quand tu as des entraîneurs qui montrent des choses, on lui ramène Gary Medel au mercato. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, Vince, puisqu'on parle de ce garçon-là, on est d'accord qu'il a été viré, qu'il a renoncé le match qui a suivi sa défaite en Super Classico. Hein. Cet entraîneur-là avait été nommé avec un projet. Mais comme les résultats n'étaient pas immédiats, la pression qui s'est exercée a fait que Roman a fini par céder. Car autre défaite face à Belgrano, voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais il était arrivé avec cette notion de projet. Et d'ailleurs, Fernando Gago, alors ils l'ont pas dit comme ça à Boca, mais tu me diras pas le contraire. Fernando Gago, le rêve secret de Riquelme, c'était d'en faire son Gachardo. Pas sûr que, hein pas sûr que ça tienne. Mais voilà, on est un petit peu. On est toujours dans cela. C'est-à-dire que c'est possible pour cela que nous, quand on suit les championnats, et qu'on voit quelqu'un qui commence à nous parler de projets à long terme, de machin, de bidule, on n'y croit pas en fait, on n'y croit plus. C'est pas possible. C'est pas possible dans ces contraintes-là, ou alors ça veut dire que on a franchi un cap et pour l'instant, bon. On parlait de notions de QI de certains et de trucs comme ça. Bon, ce cap-là, il n'est pas encore franchi un petit peu partout en Amérique du Sud, clairement pas. Et vous voyez que même sur des projets, entre guillemets, long terme, comme Independiente del Valle, ça fait beaucoup bouger les entraîneurs aussi. Parce que là, on est dans l'effet contraire, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui réussit, ça parlait d'Anselmi tout à l'heure, un entraîneur qui réussit à Independiente del Valle va ensuite monnayer son talent ailleurs pour chercher de meilleurs contrats. Donc voilà, c'est malheureusement cela, et c'est aussi ce qui fait que, de manière générale, c'est compliqué d'avoir des équipes qui s'installent sur le long terme en Amérique du Sud, et on a très souvent de belles histoires, mais des histoires ponctuelles, malheureusement aussi. On arrive au bout de cette émission-là. Écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas, comme je le disais dans l'émission, hein, par rapport au concept de se faire un petit tour des pays Sudam, de mettre dans les commentaires hein, sur les replays, parce que le replay sera disponible dès demain sur YouTube. Notamment pour ceux qui ne sont pas sub à la chaîne Twitch, vous pourrez les voir sur YouTube. Merci à ceux qui sont sub d'ailleurs sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à le faire si vous le pouvez. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, etc., sur les réseaux sociaux, venez sur notre Discord. Et donc l'émission sur YouTube, sur les différentes plateformes de streaming dès demain, même dans la nuit je pense, hein, normalement sur les plateformes de streaming, mais bon, je ne pense pas que vous allez attendre jusqu'à 1h du matin pour écouter l'émission. Bref. Merci à vous tous qui avez été présents. On se retrouve, alors pas samedi pour pas de live MLS, peut-être pas de live MLS samedi soir, je ne sais pas encore, mais je ne pense pas. Du coup, on verra peut-être pour faire quelque chose dimanche prochain. Et donc peut-être dans la nuit de mercredi à jeudi pour regarder la Conca Champions.
Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, match à 2 heures du matin. Peut-être qu'on arrivera par là pour faire un petit tour et s'amuser à regarder le match gratuit sur YouTube. Voilà. Passez une bonne semaine à suivre du foot. On se retrouve sinon pour un prochain Lucarne américaine. Normalement lundi prochain. Et donc peut-être d'ici là pour quelques lives sur Twitch. Salut tout le monde. Merci d'être passé et merci à ceux qui nous écouteront. Salut tout le monde.